Ma première question serait tout simplement de te présenter qui tu es, qu'est-ce que tu fais, ton parcours dans la préparation physique, ton parcours académique aussi. Je trouve ça intéressant de savoir ça aussi. Moi, c'est Laurent Rizet. Je travaille comme préparateur physique au Sporting de Charleroi, où j'ai en charge l'équipe féminine de Super League. Au niveau de mon parcours académique, j'ai fait un master en éducation physique à Louvain-la-Neuve. Ensuite, je me suis dirigé en tant qu'enseignant en éducation physique, qui est toujours mon boulot principal. Donc, je travaille en tant qu'enseignant de manière principale et ensuite en complément au sein du Sporting de Charleroi comme préparateur physique. Et sinon, au niveau de mon parcours, j'ai commencé par coacher des plus petites équipes dans le monde amateur. Et je suis ensuite, après quelques années d'expérience, on a fait quelques équipes, quelques catégories d'âge. Ensuite, j'ai eu l'opportunité d'être préparateur physique au sein de l'Union Saint-Gilloise, et où là, j'avais les U13, U14, U15 et U16, et où j'ai également fait un passage d'un mois, un mois et demi chez les U21, pardon. Donc ensuite, il y a eu un changement total de structure au niveau de l'Union Saint-Gilloise. Donc voilà, on n'a pas, l'ensemble des staffs n'ont pas été reconduits. Et puis, j'ai eu l'opportunité de repartir du côté du Sporting de Charleroi. Dans un premier temps, j'ai repris une équipe de jeunes en charge. Et puis cette année-ci, j'ai intégré, enfin cette saison-ci, j'ai intégré l'équipe de Super League en féminin. Voilà. Donc Ok. première expérience en tant que préparateur physique chez des féminines. Ouais. Et du coup, ouais, c'est vraiment, t'as grappillé échelon par échelon. Et donc, t'as fait l'Union Saint-Gilloise, t'es arrivé à Charleroi en jeune, et puis on t'a eu la proposition du coup en professionnel chez les femmes. Ouais, voilà, c'est ça. Donc, comme je te dis, j'ai commencé par des petits clubs, hein, des petits clubs de village, pas loin de chez moi, etc. Et puis, étant enseignant à Bruxelles, j'ai rencontré certaines personnes qui m'ont permis d'avoir cette opportunité à l'Union Saint-Gilloise. Et donc, par la suite, j'ai pu intégrer le milieu élite, on va dire, chez les jeunes. Et puis, de ce fait-là, ça permet de rencontrer pas mal de personnes, de faire un petit réseau. Et après, voilà, une fois que j'ai plus été là-bas, j'ai pu, via d'autres personnes, rejoindre le Sporting de Charleroi. Mhm. Et du coup, je pense que peu de gens, peut-être, ou moins de gens connaissent le football féminin que le football masculin. Comment ça se passe un peu pour elles en tant que... Déjà, est-ce qu'elles sont toutes professionnelles ou est-ce qu'elles ont d'office un travail à côté? Et ça représente quoi en termes d'entraînement pour elles? Quel nombre d'heures d'entraînement elles ont toutes les semaines? Est-ce qu'elles s'entraînent tous les jours? Un peu savoir ce que ça représente en termes d'heures et tout ça pour elles. D'accord. Donc, c'est vrai que le football féminin, pardon, est nettement moins médiatisé que le football masculin. Ça, c'est évident. Il y a beaucoup moins de moyens, donc elles ne sont pas toutes professionnelles. Ici, sur un noyau de 22 joueuses, on a trois quatre joueuses pro. Le reste, ce sont des joueuses qui sont toujours aux études ou qui travaillent et qui ont malgré tout une convention, mais qui sont rémunérées, mais pas à hauteur d'une joueuse professionnelle, quoi. Donc la plupart des joueuses, elles sont aux études, car chez nous, en tout cas, on a un noyau très jeune. Donc la plupart sont aux études. Il y en a quelques-unes qui travaillent. Et le reste, les trois quatre pros, elles gèrent leur temps un peu comme elles le souhaitent, quoi. Donc les entraînements, ils ont lieu toujours le soir. C'est toujours vers 18h30, 19h. On n'a pas trop le choix vu que certaines travaillent, donc on est obligé de s'adapter de cette façon-là. Sinon, au niveau de la charge, elles ont quatre entraînements par semaine et un match. Donc, souvent, les matchs, c'est le vendredi ou le samedi, en fonction des équipes que l'on rencontre. Donc, on a entraînement tous les jours et match le vendredi, ou alors on a un jour de repos le jeudi quand on joue le samedi, quoi. Mhm. D'accord. Et du coup, en termes de prépa physique, tu es là à chaque entraînement? Est-ce qu'il y a de la prépa physique à chaque fois ou à quelle fréquence il y a de la prépa physique?
Alors, ben, moi, je suis préparateur physique et je suis également l'assistant coach. Donc, ben, moi, je suis présent à chaque séance, à chaque entraînement. Au niveau de la préparation physique, ben, comme on a match régulièrement le vendredi, ben, on a 2 jours, lundi, mardi, qui sont plus chargés en termes d'intensité. Et ensuite, ben, progressivement, on relâche l'intensité à mesure qu'on s'approche du match. Donc, on a une séance généralement le lundi qui est plus axée renforcement musculaire, ensuite avec un transfert sur le terrain. Le mardi, ça va être plus un travail intermittent, 5-15, 5-25, 10-10, ça dépend un peu, ça dépend un peu la séquence sur le moment. Le mercredi, ben là, on relâche un peu. Il y a parfois quelques rappels de vitesse, etc. Mais c'est beaucoup plus light. C'est essentiellement ballon, mise en place tactique, etc. Et alors, ben, le jeudi, on est à J-1 en général. Et donc, on refait un travail de vivacité. Et ensuite, ben, c'est tout ce qui est mise en place, tactique, phase arrêtée, etc., quoi. Donc, tu as quand même un travail de plus axé prépa physique à tous les entraînements un petit peu, quoi. Ouais, 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 ouais. Ouais, on essaye de planifier ça allez, la manière la plus cohérente possible pour pas qu'il y ait d'énormes courbatures le jour du match, évidemment, d'être dans un état de fraîcheur maximum le jour du match, forcément. Donc, c'est ça que les deux plus grosses séances en termes de volume ou d'intensité, elles ont lieu le lundi et le mardi, quoi. Et tu fais aussi du travail en salle ou c'est chaque fois sur terrain? Non, le lundi, on est chaque fois en salle. On a chaque fois une séance enfin, de renforcement musculaire, travail de force qui a lieu en salle. Et ensuite, on bascule sur le terrain, quoi. Ouais, et donc quoi, tes séances? Typiquement, c'est un travail allez, de squat, de fessiers, de jambes, etc., suivi d'un travail d'explosivité. Et après, on bascule sur le terrain, sur du travail de changement de direction, d'un peu plus de vitesse, etc., quoi. Mhm. Donc tu fais aller, on va dire quoi, 30-45 minutes de muscu à ce moment-là. Ouais, c'est ça, environ 45 minutes avec l'échauffement, plus le gros de la séance, 30 minutes. Et après, on bascule sur le terrain, quoi. Mhm. Et ça nous fait une séance d'une heure et demie, 2 heures, quoi. Ouais. Et est-ce que je me disais, donc t'as entraîné des jeunes, mais aussi un petit peu les U21. Est-ce que tu vois des différences dans ton travail de prépa physique entre les hommes, bon ok, c'était plus jeune, et le côté féminin? Après, tu me dis que le club féminin, enfin ton groupe, il y a aussi des étudiants, donc c'est peut-être plus ou moins les mêmes catégories d'âge. Est-ce qu'il y a des différences? Est-ce que tu ferais le même travail chez une personne féminine qu'une personne masculine? Alors, ouais, effectivement, notre groupe, il est très jeune, hein. On a des joueuses, elles ont 16, 17 ans, 18, beaucoup 20, 22 ans. Et après, ben, allez, la plus âgée pour le moment, je crois, elle a 26 ans, tu vois. Donc, c'est vraiment un groupe très jeune. Donc, c'est vrai que finalement, c'est aussi un travail de formation qu'on leur fait, car la plupart n'ont pas eu de travail de renforcement musculaire, donc tous ces basiques sur des squats, etc., ben, qui n'étaient pas vraiment maîtrisés en début de saison, tu vois. Donc allez, si je prends la partie renforcement musculaire, musculation, etc., ben, le début de saison, c'était vraiment un travail d'apprentissage, de maîtrise des fondamentaux, quoi. Tout ce qui est squat, bridge, etc., c'était fond, c'était vraiment un travail d'apprentissage des fondamentaux pour certaines qui n'avaient jamais eu accès à des salles de musculation. Et maintenant, ben voilà, on peut aller plus sur un travail de force, etc. Donc, le travail est, si je prends des U16, des U18, U21, est un peu similaire. Après, ben, c'est sûr que le travail entre une fille et un garçon est différent, vu que ben, le garçon. Ce qui est certainement différent, c'est au niveau que les filles ont commencé en général le football plus tard que les garçons, qui eux ont commencé ça depuis tout petit. Donc même au niveau foot, ben, il y a des basiques, des team tactics qu'on appelle ça dans le jargon footballistique, qui sont maîtrisés depuis tout petit chez les garçons et qui là, ben, chez certaines filles, ne sont pas encore acquis car elles ont commencé parfois le foot à 15-16 ans,
voire 14 ans. Donc, elles ont, allez, on va dire, un léger retard. Mais ce qui est bien, c'est que voilà, elles sont demandeuses, elles ont l'envie d'apprendre, elles sont à l'écoute. Donc, ça, à ce niveau-là, c'est vraiment cool, quoi. Et peut-être que, je sais pas, en termes de centre de formation chez les filles, s'il y en a déjà en Belgique, mais c'est peut-être aussi le fait qu'il y ait moins ça. Ben, du coup, les filles ont peut-être moins de prépa physique dès le plus jeune âge, parce que là, tu me dis elles doivent apprendre les bases en étant dans l'équipe pro, quoi. Donc, Ouais, c'est ouais. chose que si tu regardes dans le foot masculin, une équipe pro, Ah tu ouais, es non. sûr que Ouais, tout le monde a déjà une base de muscu de plusieurs années, quoi. ouais, ouais, c'est clair. C'est ça qu'il y a quand même un gap entre le football masculin et féminin, je pense. Après, je pense qu'au niveau des clubs flamands, ils sont un peu plus développés à ce niveau-là, au niveau des centres de formation. Tu vois, quand on va à Genk ou à Gand, ils ont leur propre centre féminin qu'à Charleroi, par exemple. Mais c'est pas du tout le cas. Tout est mélangé, ce qui n'est pas plus mal, hein, mais c'est juste que c'est vrai qu'il n'y a pas il y a pas de centre de formation exclusivement féminin à Charleroi, en tout cas. Donc, il y a ça peut-être au Standard, peut-être Anderlecht aussi, mais dans la plupart des clubs, c'est pas le cas, quoi. Mais est-ce que si par exemple, toi, tu travaillerais de base, si joueurs féminins et joueurs masculins avaient les mêmes bases, tu travaillerais le même type de travail en prépa physique chez une fille que chez un garçon? Ouais, pourquoi pas, hein. Pourquoi pas mettre des filles avec des garçons et travailler certaines spécificités ensemble, hein. Il y a pas de raison que ça ne se fasse pas, quoi. Mhm. Et ton travail en salle, enfin, ou même ton travail général, est-ce que tu le planifies comment? Tu fais des blocs, par exemple, où tu vas travailler que force max, puis faire un bloc où tu travailles pendant une période que l'explosivité, que l'endurance force, ou tu mélanges un peu tout durant ta semaine? Euh, En général, on mélange pas mal, on mixe pas mal de choses pour justement éviter, si on a un gros travail de force, d'avoir des courbatures ou ce genre de choses, car en général, elles sont quand même plus sujettes aux courbatures et à la fatigue, dû au fait aussi qu'elles ne sont pas uniquement professionnelles en club que ben voilà, elles rentrent assez tard le soir, donc elles doivent se lever pour aller en cours, etc. Donc on évite d'avoir des grosses charges de travail sur certains muscles et on essaye de mixer plutôt le travail dans la globalité, quoi. Mhm. Et tu dirais que toi, si tu avais, enfin, tu dirais que c'est quoi le travail le plus important pour toi en PP dans le foot? Si tu avais peut-être qu'un seul truc à retenir qui pour toi est indispensable. Euh, Ben, je vais dire que c'est l'ensemble qui doit être géré de la bonne façon, mais si je dois prendre une spécificité dans le foot qui est hyper importante, ben, c'est tout ce qui est explosivité, vitesse. Ce qui fait la différence pour gagner un match, c'est l'explosivité, c'est la vitesse. Si tu fais ton geste au ralenti, ben, tu vas pas prendre le dessus sur ton adversaire. Donc, c'est tout ce qui est travail de vitesse, d'explosivité, de vivacité, etc., quoi. Hmm. Et est-ce que t'es, enfin, j'avais déjà eu cette question, j'aime bien la poser à ceux qui font de la prépa physique dans les sports co. Est-ce que pour toi, c'est un intérêt de faire du travail aérobie en continu à plus basse intensité dans le foot? Ce que t'en mettrais, toi. Donc, par exemple, je pense, par exemple, une sortie en saison ou quoi, sortie, je sais pas moi, au bois ou quoi, pendant 40 minutes à une intensité bah, basse, donc je dirais, allez, 50-60% de VO2 max. Est-ce que tu y trouves un intérêt ou pas, ou tu travailles que en intermittent? Moi, je travaille principalement en intermittent. Après, c'est vrai en pré-saison, leur travail de pré-saison avant d'arriver à la reprise avec le club, il y avait un travail de volume, d'endurance fondamentale pour vraiment poser les bases et avoir du réservoir. Ensuite, après, on est passé principalement sur du travail intermittent long et puis après de plus en plus court pour aller de plus en plus vers de l'intensité. Après, nous, ce qu'on a mis quand on a parfois des périodes sans match, ben, c'est vrai qu'une fois, on a fait un team building avec un travail de run and bike, où là, ben, on a un travail plutôt de volume, d'endurance, mais c'était plus dans la recherche
aller de se surpasser, d'un petit travail de collaboration en groupe, etc., quoi. Ouais, mais tu bases quand même fort l'entraînement sur l'intermittent qui se rapproche à ce Ouais, qui se passe en match, quoi. ouais, voilà. Bah, le mardi, c'est principalement un travail intermittent, mais alors voilà, ça va être du 10-10, du 15-15, ça va être, ça va jamais être de la course en continu pendant une demi-heure, quoi. Mhm. Et je sais qu'on parle souvent de prépa physique intégrée, donc de mettre le ballon dans ces entraînements de prépa physique. Est-ce que toi, tu es pour ou tu es contre, ou tu préfères faire travail de prépa physique que sans ballon? Moi, je suis pour l'intégration du ballon, évidemment. C'est pratiquement intégré lors de l'échauffement, pratiquement tout le temps pour que ce soit plus ludique, tout simplement. Les joueurs, ils sont là, ils ont une heure et demie d'entraînement. Si pendant 45 minutes, ils touchent pas un ballon, c'est quand même décevant. Donc rien que pour la motivation, ben, je pense que c'est hyper important d'intégrer le ballon. Après, ben, nous, on n'a pas de cellule GPS. Donc, il y a certains exercices où, sur le travail intermittent, par exemple, ben, ça se fait principalement sans ballon, quoi, pour être sûr que les distances elles soient parcourues et que le travail il soit effectué. Après, c'est des cycles qui durent vraiment pas longtemps. Pendant un quart d'heure, elle travaille sans ballon, deux fois 8 minutes. Et après, ben, on intègre le ballon directement sur des formes de jeu, des formes de match, etc., quoi. Mhm. Et du coup, comme tu travailles sans GPS, comment tu sais si, par exemple, une joueuse se donne pas spécialement à fond dans un exercice où tu souhaites qu'elle se donne à fond? Tu vois, comment tu arrives à gérer, ce paramètre-là? Ben ça, c'est le plus compliqué vu qu'on n'a pas de GPS. Après, c'est ça qu'on est là pour pour les motiver, les booster, leur faire prendre conscience de l'importance du travail athlétique. On leur rappelle régulièrement, que ce soit moi ou même le coach principal, qui leur rappelle aussi que ben voilà, ce travail, il est pas fait pour les embêter, mais il est fait pour qu'elles soient performantes sur le terrain et qu'elle soit dans de bonnes conditions pour réaliser les différents efforts lors des matchs. Après, ça peut être intéressant aussi parce que, du coup, comme dans le foot féminin, il y a moins de budget, ben, dans le foot masculin, où on pourrait un peu être submergé par toutes ces nouvelles technologies qui arrivent et enfin, on a l'impression parfois que sans toutes ces technologies, on n'est plus rien. Peut-être que dans le foot Ouais. féminin, où il y a moins de Ben, budget, ben, au final, ça te ressente sur les bases, quoi. ouais, après, certains clubs les ont, hein. Il y a des clubs qui ont les cellules GPS et qui ont mis l'investissement de les avoir. Nous, en tout cas, on les a pas, donc on s'adapte sans, tout simplement. Mais c'est vrai que ouais, le danger, c'est toujours d'être uniquement dans les datas et avoir plein de données. Mais qu'est-ce que j'en fais de ces données-là? Est-ce que c'est juste pour faire un beau tableau ou c'est pour compenser certaines lacunes de l'équipe, etc. C'est le but des data, je pense que c'est ça, c'est de récolter certaines données pertinentes pour après les ajuster aux entraînements et aux matchs et avoir des chiffres par rapport à ce que l'on leur dit, quoi. Ouais, je pense qu'on peut vite tomber dans. En plus, c'est très coûteux. Il y a des trucs, je pense que ben, clairement, ceux qui les fabriquent jouent un peu sur ça en faisant payer ça hyper cher. Mais est-ce que c'est réellement utile dans ton entraînement? Est-ce que tu les utilises bien et que tu te laisses pas submerger, comme on a dit, par tout ça? Ça, c'est un peu la grande question. Ouais, ben c'est ça. Après, ben voilà, il y a des défendeurs des data, d'autres qui sont contre. Je pense qu'il faut un juste milieu et les utiliser à bon escient, quoi. Mhm. C'est un peu comme l'intégration du ballon. Est-ce que je fais tout avec ballon? Est-ce que je fais rien avec ballon? Est-ce que je fais un mix ballon sans ballon? Je pense qu'il faut un juste milieu, quoi. Parfois, ça leur fait du bien aussi de travailler uniquement sans ballon et de se concentrer sur de la technique de course en même temps qu'elle court, enfin, ce genre de truc, et se concentrer uniquement sur l'effort, sur leur respiration, etc. Que dès qu'il y a un ballon, ben, il y a une contrainte en plus. Donc forcément, on sait pas tout contrôler, quoi. Ouais, non, clairement. Et tu m'avais dit que tu étais préparateur physique, mais tout seul. Du coup, moi, je me demandais comment tu gères, parce que souvent dans les sports co, on parle de l'individualisation, parce que un défenseur n'aura pas les mêmes demandes qu'un milieu, mais même un défenseur latéral n'aura pas les mêmes demandes qu'un défenseur central. Est-ce que tu Mhm. arrives, toi,
à mettre un peu d'individualisation dans ton travail ou c'est trop compliqué quand on est tout seul à gérer un groupe de, je sais pas, 20, c'est quand même compliqué. Et si tu y arrives, comment tu essayes de mettre ça en place ou comment tu mets ça en place? Alors, bah, effectivement, c'est compliqué quand on est seul. Après, bah, je suis seul, mais j'ai quand même le coach qui a pas mal d'expérience aussi. Donc, voilà, on peut, en discutant avec lui, ben, on sait essayer d'individualiser certaines choses. Il y a le kiné qui est très présent aussi. Donc, voilà, on n'est pas toujours tout seul, tout seul. Comment est-ce qu'on individualise ben, pour tout ce qui est travail de course intermittente, ben, il y a eu les tests VMA qui ont été effectués évidemment en début de saison. Donc là, on individualise par rapport à ça par groupe. Bah, par chance, elles ont plus ou moins toutes la même VMA, donc c'est plus facile. Au niveau du renforcement musculaire, bah là, on a également réalisé avec le kiné plusieurs groupes de niveau. Celles qui étaient vraiment débutantes ensemble, celles qui ont un peu plus d'expérience au niveau du renforcement musculaire, elles sont ensemble. Celles qui ont un peu plus de gabarit, de force, ben, elles vont être ensemble aussi. Donc ça permet d'avoir de l'individualisation sur certaines charges de travail. Euh, Sur terrain, ben, on individualise parfois, que ce soit avec attaquants, milieu, défenseurs ou latéraux, les flancs, etc., les joueurs plus centraux, on individualise pardon, de cette façon-là. Donc, malgré le fait qu'on ne soit pas nombreux, on parvient quand même à individualiser sous certaines formes les exercices et les groupes. Ouais, c'est ça qui doit être. Ça va pas être évident. Déjà, quand t'es plusieurs, ça va pas être hyper évident. Alors en plus, quand t'es tout seul, enfin, quand t'es tout seul, quand t'es le seul prépa physique, même si j'entends bien il y a des gens qui sont là dans le staff aussi, mais ça va pas être évident à mettre ça en Ouais, place. non, c'est clair, hein, quand tu vois dans certains staff pro, ben, ils sont 3-4 préparateurs physiques, il y a 3-4 kinés, ils sont 3-4 assistants. Donc forcément, c'est plus facile quand tu dois individualiser ou quand tu dois prendre juste un joueur, et le mettre à part et faire un travail spécifique. Ben là, c'est plus facile. Mais souvent, on est deux sur le terrain, moi et le coach. Donc forcément, ben, s'il y a juste un travail avec une joueuse, ben, évidemment, le coach, il se retrouve tout seul avec l'ensemble du groupe. Donc voilà, on essaye de faire ça au mieux. C'est pas toujours évident, mais je pense qu'on s'en sort pas trop mal. On n'a pas énormément de blessures depuis le début de saison. Donc je pense qu'on est dans le bon. Mhm. Voilà. Et du coup, tu disais que tu étais prof à côté aussi. Ouais. Donc, ça veut dire que, enfin, je pense que peu de gens sont au courant, mais c'est quand même compliqué de vivre pleinement de la prépa physique parce que là, ok, il y a moins de budget dans le football féminin, mais tu es quand même prépa physique d'une équipe pro. Et donc, ça veut dire Mhm. que on sait quand même pas encore vivre de ça, même quand on accompagne des professionnels, quoi. Ouais, non, c'est ça. Ben, en plus, ben, les places, elles sont pas hyper nombreuses. Quand tu regardes déjà en Wallonie, les clubs pro, il y en a pas beaucoup. Il y a Standard, Anderlecht, Charleroi et après l'Union. Et voilà, il y en a plus beaucoup après. Donc, Serein, donc il y a 4-5 clubs pro. Donc, forcément, ben, pour trouver une place, c'est déjà pas évident. Si en plus, dans un staff pro, ben, il y a encore moins de place. Donc voilà, ouais, c'est vrai que c'est pas évident et les budgets sont pas toujours illimités comme dans certains clubs. Donc ouais, c'est pas évident de vivre uniquement de ça. Donc après, le métier d'enseignant est très, très sympa aussi, hein. Donc on n'a pas à se plaindre non plus. Mhm. Et tu dirais maintenant que c'est quoi, bon, certes, tu travailles avec des filles qui sont encore jeunes, mais est-ce que tu verrais des différences entre le travail de prépa physique que tu ferais en centre de formation ou avec une équipe pro? Parce que je sais que j'ai discuté, pour avoir discuté avec Fabien Richard et aussi Léo Diaoui, donc le préparateur physique du Standard, Mhm. sur le fait que souvent en pro, enfin, il me disait, surtout Fabien Richard, que la prépa physique, ça manquait souvent d'intensité et que les joueurs étaient souvent loin de l'intensité ou la charge qu'ils pouvaient supporter, mais parce qu'il y a cette crainte du club ou peut-être des coachs de mettre trop de charge sur ces joueurs
et que justement ça se répercute négativement durant le match. Et donc, ils s'entraînaient souvent en sous-intensité et peut-être ce qui était moins le cas en centre de formation où là, le but, c'est réellement de former les jeunes, peut-être moins Mhm. se focaliser sur les résultats. C'est vraiment les jeunes, les jeunes, les jeunes. Et donc, on mettrait peut-être plus d'intensité. Donc là, je te pose un peu deux questions en une. Mais donc, c'était quelle est la différence entre le travail que tu fais en PP, en centre de formation et chez les pros? Et ma deuxième question, c'est est-ce que tu trouves, toi, qu'il y a cette sous-intensité est présente chez les pros via cette peur, justement. D'accord. Ben, au niveau du travail chez les jeunes, c'est vrai que ben là, on a le temps, quoi. On a le temps d'apprendre la technique de course, d'apprendre le travail de renforcement musculaire avec charge, sans charge, dans des bonnes postures, etc. Que chez les pros, tout ça, logiquement, devrait déjà être acquis. Donc là, ben, l'objectif, il est différent. D'un côté, on a un objectif d'apprentissage chez les jeunes, de l'autre, on a un objectif de performance chez les pros. Donc je pense que c'est là la nuance entre les deux. C'est que chez les jeunes, ben, on est dans l'apprentissage, même s'il y a dans les clubs élites quand même certaines performances à aller chercher, à leur faire acquérir et à leur apprendre cet esprit de performance, de gagne, etc. Mais chez les pros, ben, on n'est plus dans l'apprentissage, on est dans la performance, plus dans le résultat. Voilà, tout simplement, quoi. Et la deuxième question, je ne sais plus, C'est c'était... en termes d'intensité, est-ce que tu trouves que chez les pros, bon, toi là, tu es du coup dans le foot féminin, est-ce Mhm. qu'il y a cette appréhension de ne pas vouloir mettre trop d'intensité alors que les joueurs ou joueuses pourraient peut-être très bien la supporter et que ce soit positif, mais il y a toujours cette question de est-ce que ça va pas impacter négativement pour le match alors que le principal, c'est le match, c'est la performance en match. Du coup, un peu cette Ouais, balance. c'est vrai qu'il y a, il y a cette crainte de si tu mets trop d'intensité à l'approche du match, d'être dans la fatigue ou ce genre de choses. Après, je pense que si c'est bien géré, on peut mettre, même en veille de match, on peut mettre pas mal d'intensité et justement, ça va, au niveau musculaire, je pense que ça va être très bon pour le lendemain, quoi. Donc nous, on a toujours ce travail de vivacité, veille de match, bah, je pense un peu partout, il y a ça. Et ensuite, on est sur un travail de conservation de balle ou un travail avec gardien, où là, pendant 2 fois 7 ou 8 minutes, il y a vraiment beaucoup d'intensité. Et puis après, ben, on est sur de la mise en place où c'est beaucoup plus light, quoi. Donc, il y a quand même, allez, pendant une bonne demi-heure, un gros travail d'intensité, court, mais très intensif. Et puis après, on passe sur un travail plus light. Après, c'est vrai, le risque, c'est que quand on met plus d'intensité, ben, le risque, c'est de se blesser, ne serait-ce que dans les contacts. Si on demande aux joueurs, allez, on y va, on y va, on y va pendant 8 minutes, qu'on demande de l'intensité, du mouvement, de la vitesse, etc., ben, il y a toujours ce risque qu'il y en ait une qui arrive un petit peu en retard et que là, il y a un petit coup qui se perd, etc. Donc, c'est vrai qu'il faut il faut gérer ça de manière cohérente, mais je pense que c'est nécessaire de mettre de l'intensité, même en veille de match ou en J-2, quoi. Ah non, clairement. Je pense aussi parce que le problème, c'est que si on tombe dans la peur tout le temps, la crainte de se dire si on met trop d'intensité, les joueurs, joueuses seront fatigués. Ça veut dire que tu vas travailler en sous-intensité, mais quel intérêt de faire que de la sous-intensité parce qu'ils vont se retrouver pendant le match avec une intensité qu'ils auront peut-être plus jamais travaillé à l'entraînement. Tout à fait, ouais. Donc moi, je Ouais, serais peut-être. et c'est là le risque de blessures ischio-jambier ou ce genre de blessures musculaires où le corps a été mis à un rendement trop faible et dès qu'il est en match, le joueur ou la joueuse, elle ne calcule plus. Quand elle a un sprint à faire, elle le fait à 100%. Donc là, donc c'est ça qui risque de coincer à un moment, quoi. C'est ça que les discussions que j'avais eues avec eux, ils disaient que par exemple, ben, certains coachs, comme ils veulent, ils te disent juste ton rôle, c'est que tous mes joueurs soient frais le jour du match. Mais toi, en tant que prépa physique, tu sais qu'ils sont capables d'encaisser plus de charges et que ça pourrait être bénéfique, mais tu as aussi cette appréhension que tu n'as pas envie de prendre la responsabilité à toi tout seul et donc tu travailles avec une intensité, mais
qui est peut-être plus faible, quoi. C'est un petit peu ça, et c'est depuis, comme il disait, c'est un peu ancré, ça, dans le foot, et donc c'est compliqué de toi, dans ta petite personne de prépa physique, de changer ça, alors que ça pourrait peut-être être beaucoup plus bénéfique d'augmenter tout ça, quoi. Ouais. Après, je pense que c'est aussi en termes de collaboration avec le staff et avec le coach principal. Si lui est à mesure de comprendre et d'accepter ce fait qu'il y ait besoin de beaucoup d'intensité, même par courte période, ben, je pense que s'il comprend ça, ben, il va donner plus de crédit à ce que tu lui dis, ce que tu lui apportes. S'il est, oh, attention, non, moi je veux que mes joueurs ils soient frais, dispo et qu'il y ait pas trop d'intensité la veille, ben, à ce moment-là, c'est plus compliqué, quoi. Mais je pense que pour faire changer peut-être les mentalités, ben ça vient des préparateurs physiques à communiquer davantage avec le coach, avec le Mm. staff et à rajouter cette intensité et à expliquer pourquoi c'est important de le faire, quoi. Ouais, ouais, je pense que c'est clairement la communication entre le coach et que ce soit en cohérence, quoi. Parce que si tu as un coach qui est borné sur ses idées, bah, c'est Ouais, compliqué. voilà. Au final. Si toi, tu as une idée qui va là-bas et que le coach, il est complètement à l'opposé, ben, c'est compliqué de s'entendre. Après, quand la communication, elle est dans le même sens avec le coach, je pense que ça pose pas de souci, quoi. Ah ouais, clairement. Bah, surtout quand on voit que dans d'autres sports, ils ont des charges d'entraînement qui sont énormes et ça les empêche pas Ouais, ouais, de performer, c'est quoi. clair. Donc, Ouais, c'est clair, quoi. donc, Ouais, c'est clair que je pense qu'en football, quand on prend un groupe vraiment professionnel, bah, ils pourraient avoir une charge plus conséquente parce que bah, ils ont tout qui est mis à côté d'eux pour récupérer, pour optimiser leur récupération, leur nutrition, etc. Donc, 1 heure et demie d'entraînement par jour, je pense qu'on peut aller un peu plus, quoi. ouais, non, clairement. Clairement, clairement. Ici, on doit quand même faire attention parce qu'évidemment, ben, on a des joueuses qui ne sont pas pros, donc qui ne savent pas optimiser tout le temps leur récupération, qui sont jeunes, donc qui ne connaissent pas encore leur corps parfaitement, leur façon de se nourrir, etc. C'est plus compliqué à ce niveau-là. Mais il y a aussi des joueuses qui viennent de Bruxelles, de Liège. Donc, quand on termine l'entraînement, qu'il est 20h30, ben, le temps de rentrer, ben, chez elles, elles sont chez elles à 22h30 parfois. Donc Mhm. seulement rentrer, manger, dormir. Le lendemain, elles se lèvent, elles vont à l'école ou au travail. Ben, c'est un contexte qui est totalement différent que des joueurs pros. Exclusivement au football, quoi. Sinon, il y a aussi un paramètre à prendre en compte au niveau du football féminin, c'est qu'elles ont un cycle menstruel. Par moment, ben, il faut alléger la charge de travail, il faut en tenir compte et c'est un paramètre qui est hyper important car on ne peut pas faire n'importe quoi quand les filles sont dans leur période, quoi. Donc là, c'est aussi travail de communication avec les docs, avec le kiné, etc. pour savoir alléger la charge de travail à ce moment-là, quoi. Comment t'adaptes ça justement? Parce que du coup, ça arrive pas en même temps pour toutes les joueuses. Non. Comment tu maîtrises ça? Comment tu adaptes l'entraînement en fonction? Qu'est-ce que tu mets en place pour ces moments-là? Ben, de manière générale, la joueuse nous le communique. Que voilà, c'est sa période et donc, nous directement, ben, on allège le travail. S'il y a un travail intermittent à faire qui est très intensif, ben, soit ça dépend toujours d'une joueuse à l'autre. Il y en a qui vont, enfin, avoir plus facile à faire du sport pendant cette période-là et d'autres où c'est vraiment compliqué, quoi. Donc, si la joueuse, c'est vraiment compliqué, ben là, on allège totalement et en général, elle va en travail avec le kiné en salle et là, sa charge de travail est totalement allégée et on prend aucun risque, quoi. Si elle est plus apte à quand même faire la séance, ben là, elle a des périodes de récupération un peu plus longues et c'est à elle aussi à gérer, quoi. Parce qu'on n'est pas dans son corps, on ne sait pas comment elle se sent. Donc, on leur fait confiance à ce niveau-là pour qu'elle gère cette partie-là de la bonne manière, quoi, sans prendre de risques, quoi. Ouais. C'est vrai que c'est un sujet mais clairement à prendre en compte.
quand Ah tu ouais, ouais, traites ça des athlètes féminines. c'est inévitable et en plus, ben, ce qui est plus délicat, c'est que au fur et à mesure qu'on s'approche du match, ben, la joueuse va avoir tendance à quand même vouloir faire l'entraînement et à vouloir quand même se donner à 100% malgré qu'elle ait ça parce que ben, voilà, elle veut jouer le vendredi ou le samedi. Donc ouais, c'est pas évident à gérer vu que ben, il y en a qui sont plus jeunes, plus timides, plus réservées, donc elles vont moins vite aborder ce sujet-là avec nous et donc ben, parfois on ne le sait même pas quoi. Donc c'est ça qui est un peu compliqué quoi. C'est là que l'importance de la communication entre prépa physique et joueurs et joueuses est Ouais, primordiale aussi, quoi. ouais, c'est clair. Après, ben, tu as des joueuses qui vont être plus timides, plus réservées, donc forcément, ben, c'est plus compliqué de une fille qui est déjà plus timide, venir parler de ça, c'est plus compliqué, quoi. Donc ça, et ça reste leur intimité, donc voilà, c'est du domaine médical et nous, on laisse ça gérer avec le doc principalement. Mais voilà, celle qui vient nous en parler, qui nous l'explique, ben, directement, on allège, il y a aucun problème avec ça, quoi. Et est-ce que tu utilises tout ce qui est questionnaire ou quoi donc c'est un peu subjectif, mais en fonction de la forme, si elle a bien dormi, si elle se sent bien, comment elle se sent. Est-ce que vous utilisez ça? Stress, etc. Ouais, c'est principalement le kiné qui s'occupe de ça, mais en collaboration avec nous, elles ont un questionnaire à remplir avant chaque entraînement et après chaque entraînement au niveau du RPE, quoi. Ok, ouais. On a un indicateur de forme et par rapport à nos séances, si elles sont bien adaptées ou pas, quoi. Ok, ouais, donc c'est régulier, quoi, quand même. Ouais, ouais, ça, après chaque séance, avant séance et après séance, elles ont un questionnaire à remplir. Et voilà, donc ça nous donne un indicateur au niveau de la charge de travail, quoi. Ouais, mais ça, du coup, comme c'est toujours la discussion de ce genre de façon de procéder, de questionnaire, c'est l'aspect un peu subjectif qu'il faut quand même un certain temps avant que ben, les personnes, allez, comment dire, ne trichent pas, parce que surtout quand tu es en pro, elles savent que Bah, si, c'est ça, si elles mettent c'est toujours le je me sens problème. pas bien, je vais pas C'est jouer. quand tu es veille de match, tout le monde se sent bien, quoi. Tu vois, c'est souvent ça le problème. Ou si t'es pas bien en début de semaine, en fin de semaine, bah, bizarrement, tu te sens beaucoup mieux, quoi. Donc c'est ça l'aspect subjectif qui est compliqué à gérer avec ce type de questionnaire. Mais voilà, je pense que ça nous donne un indicateur de manière générale comment on travaille. Après, c'est sûr qu'on ne peut pas se baser uniquement là-dessus, quoi. Ouais, et puis après aussi, si la personne dit tout le temps c'est ok, c'est ok, c'est ok, et qu'à un moment bah, elle se blesse parce qu'en fait c'était pas ok, mais qu'elle voulait juste pas le dire, bah ça, voilà, il faudra s'en prendre qu'à soi-même Puis aussi. enfin, différentes joueuses qui ont une tolérance à l'effort différente, quoi. Il y en a qui vont directement dire qu'elles sont fatiguées, qu'elles ont du stress, un manque de sommeil, etc. D'autres, elles vont toujours être ah ben non, j'ai bien dormi, je suis pas stressé, je suis en forme. Pareil, après séance, ben, ah ben non, ça a été, c'était facile, alors que la séance, elle était quand même coursée, mais il y en a toujours qui vont dire, ah ben non, ça a été, et d'autres qui vont dire, ah oui, c'était dur, 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 dur. C'est toujours un peu très subjectif. Après, ben voilà, c'est un peu comme avec les datas, hein, c'est des données qu'on a à disposition, on en prend compte, mais on ne se base pas uniquement là-dessus. Et la communication avec les joueuses, ben, je pense que c'est hyper important et on le voit vite. Rien que dans leur attitude corporelle, si elles sont un peu en méforme, on le ressent de toute façon. Et surtout, comme tu disais, certaines qui arrivent qui sont tout le temps fatiguées et tout ça, ou d'autres qui le sont jamais. Mais tu sais qu'une joueuse aussi, ça c'est important du coup de connaître ses joueurs parce que tu sais que si une joueuse est tout le temps au top, elle se sent tout le temps en forme et puis qu'un jour ça va pas, ben là tu sais que ça va réellement pas quoi. Ouais, Parce que voilà. tu connais et tu sais comment elle fonctionne, là où une autre joueuse qui serait beaucoup plus vite en mode je suis fatigué, voilà. Ça, je pense, que c'est aussi intéressant de bien connaître ses joueurs, joueuses. Ça permet de mieux interpréter ces données qui sont un peu subjectives aussi, mais voilà quoi. Mais c'est ça on les voit tous les jours, tu vois. Donc forcément, qu'il y en a une qui est tout le temps de bonne humeur et elle tire un peu la tête, ben forcément,
on le ressent directement, quoi. On le voit, vu qu'on est tous les jours avec elles. Donc on connaît un peu leur facette de personnalité. Et rien qu'en leur disant bonjour, parfois on voit s'il y a un problème ou si tout va bien, quoi. Ouais. Comme quoi, ça c'est aussi important que les datas, parce qu'il y a les datas, mais c'est des datas ne pourraient pas spécialement te donner ça, c'est aussi important Ah le, ouais, c'est le ça, relationnel. l'attitude corporelle ou leur réponse aux questions, bah, tu vois directement si elles sont fermées ou ouvertes à la discussion. Et quand tu es tous les jours avec tes joueuses, bah, tu ressens directement ce genre de choses, quoi. Ça, c'est aussi allez, une différence avec les jeunes, c'est qu'en général, bah, chez les jeunes, tu as deux équipes. Tu es PP pour U15, U16 par exemple, ou U13, U14. Donc tu n'es pas tous les jours avec ton groupe. Donc forcément, ben, tu connais moins bien ton groupe qu'ici, ben, on est chaque jour avec elle. Donc forcément, ben, ça permet de connaître nettement mieux les qualités, défauts, personnalités, etc., quoi.